La nuit du 10 mai 1941, l'abbaye de Westminster se découpe sur un ciel devenu orange par les bombes incendiaires. Au-dessus des Tampam, près de 500 bombardiers allemands dronent dans l'obscurité. Leurs moteurs jumeaux émettent un râle mortel que les Londoniens connaissent trop bien. À l'aube, un civil sur 136 serait mort. La Chambre des communes, une ruine fumante et les défenses nocturnes de la Grande-Bretagne. Ils avaient réussi à abattre précisément 33 avions, un taux d'interception pathétique de 7% qui donnait envie au maréchal de l'air Sholto Douglas de frapper un mur. Voici le morceau exaspérant. La RAF disposait de brillants combattants. Le chasseur à arc était équipé de 4 canons de 20 mm et de 6 mitrailleuses. Assez de puissance de feu pour déchiqueter une poignée. AI 111 en seconde. Les escadrons étaient prêts dans tout le sud de l'Angleterre. Pilotes attachés, moteurs chauds. Pourtant, nuit après nuit, ils rugissaient dans l'obscurité sans rien trouver. J'ai absolument tout vu. Des flots de bombardiers allemands traversaient la Manche sans être inquiétés tandis que les chasseurs britanniques tournaient inutilement, brûlant de l'essence et de l'espoir dans une égale mesure. Le problème n'était pas le courage ou l'équipement. C'était de la physique. Les yeux humains, aussi magnifiques soient-ils à la lumière du jour, deviennent presque inutiles dans l'obscurité. Les bâtonnets de votre rétine ont besoin d'environ 30 minutes pour s'adapter pleinement aux conditions nocturnes. Et même dans ce cas, vous pouvez à peine repérer un autre avion au-delà d'un demi-mile à moins qu'il ne soit rétroéclairé par des projecteurs ou qu'il ne passe devant la Lune. Les équipages des bombardiers allemands le savaient parfaitement. Ils naviguaient à la lueur des villes en feu, larguaient leurs charges et disparaissaient dans le vide avant qu'un chasseur de nuit ne puisse se rapprocher à portée visuelle. Les contrôleurs au sol ont tout essayé. Les batteries de phares de recherche cibleraient un bombardier, des dizaines de faisceaux convergeant vers un seul avion, puis des vecteurs radio vers le chasseur le plus proche. Cela semble génial en théorie. En pratique, le bombardier plongerait simplement, tandis que le pilote de chasse, dont la vision nocturne était complètement gâchée par l'éblouissement, passerait 10 minutes à cligner des yeux en violet après les images. Le temps que ses yeux se réajustent, l'équipage allemand serait à mi-chemin du retour en France, probablement en train de fumer et de rire. Les premiers radars offraient de l'espoir, mais ils n'étaient que des bêtes primitives en 1941. Les stations d'attache en chaîne pouvaient détecter les raids entrants et fournir des caps approximatifs, mais elles ne pouvaient pas guider un combattant vers une cible spécifique. Les antennes étaient d'énormes installations fixes, inutiles pour suivre des avions individuels avec la moindre précision. Le radar aéroporté existait, certes, mais les premiers ensembles AIMK-4 équipant les chasseurs arc avaient une portée effective d'AX en grave peine 3 miles et une portée minimale de 400 pieds. Cela signifiait que même si vous aviez la chance de détecter un bombardier, vous deviez quand même parcourir ce dernier quart de mile en utilisant uniquement vos globes oculaires. Dans l'obscurité totale face à un avion noir voyageant à 200 000 par heure, les mathématiques étaient brutales. Une interception typique se déroulerait ainsi. Vecteur de contrôle au sol dû à moins de 5 mètres d'un flux de bombardiers. Votre opérateur radar capte un contact à 2 miles. Vous vous approchez à 800 mètres, vous perdez le contact radar parce que vous êtes trop près, et maintenant vous scrutez désespérément l'obscurité à la recherche d'un visuel. Mais voici le tueur. Le mitrailleur dorsal allemand vous surveille. Au moment où votre silhouette apparaît sur le ciel légèrement plus clair, il ouvre le feu. Des rondes traçantes se dirigent vers votre cockpit. Vous cassez violemment, perdez votre cible et le bombardier s'échappe dans la nuit pendant que vous maudissez tous les dieux jamais inventés. Le printemps 1941 se transforme en été. Le Blitz a officiellement pris fin, mais les bombardiers allemands rôdaient toujours dans le ciel britannique. La RAF avait besoin de quelque chose de radical. Ils avaient besoin de quelqu'un prêt à penser de manière détournée, à remettre en question les hypothèses que tout le monde considérait comme un évangile. Ils avaient besoin, même s'ils ne le savaient pas encore, d'un physicien réputé pour ses idées tellement folles qu'elles pourraient fonctionner. Le chef d'escadron John Cunningham comprenait le paradoxe mieux que quiconque. À la fin de 1941, il était devenu l'un des chasseurs de nuit de la RAF le plus titré, avec 20 victoires confirmées, et chacune d'entre elles lui avait enseigné la même leçon cruelle. Les conditions qui vous permettent de voir l'ennemi permettent également à l'ennemi de vous voir en premier. Les nuits de pleine lune étaient à la fois les meilleures et les pires. Sous une lune brillante, la silhouette d'un bombardier peut être visible à 1000 mètres, parfois plus si vous le surprenez en train de traverser devant des formations nuageuses.
Cunningham pouvait traquer un Dornier 17 près du champ de tir et libérer ses canons avant que l'équipage ne sache que la mort était arrivée. Cela semble idéal, n'est-ce pas? Sauf que tous les mitrailleurs arrière allemands du commandement des bombardiers avaient reçu une formation identique. Observez le ciel plus clair derrière et en dessous. C'est là qu'apparaîtra le chasseur RAF Knight. La géométrie du combat nocturne favorisait le défenseur avec une marge horrible. Imaginez que vous chassez un ancre à 15 000 pieds d'altitude. Vous vous approchez par le bas et par derrière la position d'attaque classique du chasseur. Mais le bombardier se situe entre vous et le ciel, qui, même dans les nuits les plus sombres, conserve une luminance résiduelle provenant des étoiles, de la lune ou de la lueur atmosphérique qui ne disparaît jamais complètement. Votre avion, quant à lui, a une forme noire sur la terre encore plus noire en dessous. Le mitrailleur ventral du bombardier, le pauvre bougre couché en position ventrale, a une vue dégagée sur tout ce qui approche par en dessous. Il repère votre silhouette à 800 mètres. Vous ne l'avez pas encore vu. Il ouvre le feu à 600 mètres. Vous êtes toujours en train de scanner, de plisser les yeux, dans l'espoir d'apercevoir votre cible. Au moment où vous repérez le bombardier à environ 400 mètres, des obus traceurs rongent déjà votre aile. Le mitrailleur dorsal a désormais rejoint le groupe. 2 mitrailleuses 7,82 ppm-mg, 15 tirant à L 2000 coups par minute. Vos avantages, votre vitesse, votre maniabilité, votre puissance de feu supérieure ne signifient absolument rien si vous êtes mort avant de pouvoir les utiliser. Les experts en recherche opérationnelle du Fighter Command ont analysé les chiffres via des machines à calculer et sont revenus avec des statistiques déprimantes. Au clair de lune, les artilleurs allemands ont réussi à être détectés en premier dans environ 70% des affrontements. Le pilote de la RAF n'a repéré sa cible en premier que 30% du temps, généralement lors d'une attaque de face ou de côté, position presque impossible à atteindre compte tenu des limites de l'interception contrôlée au sol. Le ratio mortalité-perte en témoigne. Pour 5 bombardiers détruits, la RAF perdait 2 chasseurs de nuit. Des mathématiques insoutenables alors que vous êtes déjà en infériorité numérique. Les pilotes ont essayé toutes les astuces du manuel. Certains s'approchaient avec la lune derrière eux, espérant que l'éclat aveuglerait les artilleurs ennemis. Travaillaient occasionnellement, mais généralement non. Les équipages allemands ont simplement détourné le regard de la lune, laissé leurs yeux s'ajuster, puis ont scanné les cadrans les plus sombres. D'autres ont tenté des attaques sévères directement derrière, présentant la silhouette la plus petite possible, mais la vitesse de rapprochement est devenue problématique et l'angle d'approche a donné aux mitrailleurs arrière des bombardiers un excellent champ de tir. Les pilotes les plus intelligents ont exploité la couverture nuageuse, plongeant hors du mercenaire à courte distance. Brillant lorsque les nuages coopéraient, inutile par nuit claire, ce qui était précisément la loi dans laquelle on pouvait réellement voir suffisamment bien pour se battre. La météo est devenue une loterie exaspérante. Le ciel couvert a cloué au sol les bombardiers allemands, mais a également rendu les interceptions de la RAF presque impossibles. Le ciel clair a entraîné de lourds rêves, mais a transformé chaque chasseur de nuit en une cible dès qu'il s'est approché du champ de tir. Certains équipages ont commencé à attaquer d'en haut, malgré tous les manuels tactiques, en criant contre eux. Au moins, vous pourrez repérer les surfaces supérieures des bombardiers sur le sol sombre en dessous. Sauf que maintenant, vous vous profilez sur le ciel plus clair pour chaque artilleur de la formation, volant dans les dents d'un tir défensif concentré. Le taux d'attrition des pilotes qui tentaient cela frôlait le suicide. Ce dont la RAF avait désespérément besoin, c'était d'un moyen de combler cet écart mortel. Ces 600 derniers mètres où les artilleurs allemands détenaient tous les avantages. Ils devaient rester invisibles pendant la chasse. Il leur fallait absolument s'effacer du ciel. Jeffrey Pack n'était pas précisément fou. Il opérait simplement sur une longueur d'onde différente de celle de tous les autres membres du quartier général des opérations combinées, tandis que d'autres stratèges discutaient des mouvements de troupes et des bombardements navals. Pike ferait dérailler les réunions avec des propositions visant à construire des porte-avions sur glace ou à entraîner des commandos pour combattre sur des patins à roulettes. Lord Mountbatten l'a toléré car environ une idée sur 10 est avérée brillante. Les 9 autres mettaient les gens mal à l'aise. Mars 1942. Pike, penché sur son bureau à Richmond Terrace, griffonnait des calculs sur n'importe quel papier qui lui tombait sous la main. Des enveloppes, des ordres du jour de réunion, autrefois mémorables au dos d'un manifeste d'expédition classifié. Cela faisait des semaines qu'il était obsédé par le problème des chasseurs de nuit.
Chaque approche conventionnelle supposait la même base de référence. Les avions sont des objets sombres qui deviennent visibles sur des fonds plus clairs. Et si vous inversiez cette hypothèse? Et si vous faisiez en sorte que l'avion corresponde à l'arrière-plan? L'idée n'était pas entièrement originale. La nature l'avait compris il y a des millions d'années. Certains poissons des grands fonds possèdent des photeurs, des organes produisant de la lumière sur leur face inférieure qui correspondent à la faible lueur filtrée depuis la surface. Les prédateurs regardant vers le haut ne voient aucune silhouette, juste une luminance uniforme. Le poisson disparaît effectivement. Pike avait entendu parler de cela dans une revue de biologie marine empruntée à la Bibliothèque de Londres. Si l'évolution pouvait le gérer avec des cellules modifiées, l'ingénierie britannique pourrait sûrement le reproduire avec des lampes électriques. Son mémo a atterri sur les bureaux du ministère de l'Air comme une grenade. Proposition d'élimination des silhouettes d'avions par éclairage vers l'avant. Le titre à lui seul a fait hausser les sourcils. Le contenu a incité les gens à recourir à l'aspirine. Pike a fait valoir que les combattants nocturnes apparaissaient comme des formes sombres parce qu'ils bloquaient la lumière du ciel derrière eux. Solution, monter des lampes à haute intensité sur les bords d'attaque, le nez, les avants des ailes et les capots des moteurs de l'avion, calibrés pour correspondre à la luminance de l'arrière-plan. L'avion brillerait juste assez pour égaler la luminosité naturelle du ciel vu de devant. Pas de taches plus sombres, pas de silhouette, invisibilité optique. Les objections sont venues immédiatement. Les lampes ne rendraient-elles pas l'avion plus visible, pas moins? La réponse de Pike était empreinte de condescendance. Seulement si l'on ne parvient pas à comprendre le principe du contre-ombrage adaptatif, explique-t-il patiemment comme s'il s'adressait à des enfants lents. Les yeux humains détectent le contraste et non la luminosité absolue. Un avion noir sur un ciel gris crée un contraste massif, instantanément visible. Un avion brillant exactement avec la même luminance que le ciel derrière lui, sans contraste, invisible. Quelqu'un a fait remarquer que la luminosité du ciel varie constamment. Altitude, heure de la nuit, phase de lune, couverture nuageuse, chaque variable a modifié la luminance cible. Pike l'avait prévu. Les lampes nécessiteraient des commandes d'intensité variables ajustées par le pilote en fonction des conditions. Pas élégant, mais réalisable. En outre, un ajustement approximatif suffirait. Vous n'aviez pas besoin d'une correspondance parfaite, juste assez proche pour éliminer la silhouette nette sur laquelle s'appuyaient les artilleurs ennemis. Le ministère de l'Air reste sceptique. Les ressources étaient incroyablement limitées. Chaque shilling dépensé pour le système d'éclairage de Pike signifiait un shilling de moins dépensé pour le développement de radars ou la production d'avions. Pourquoi parier sur une théorie excentrique alors que les solutions conventionnelles s'avèrent prometteuses? Le nouveau radar iMake 8 pourrait détecter des cibles à 4 miles. Il était sûrement plus logique d'améliorer le radar que d'installer des guirlandes lumineuses sur les chasseurs. Mais Pike avait un allié, le wing commandé Derek Jackson, un officier de la RAF qui se trouvait également être spectroscopiste. Jackson comprenait la photométrie, la correspondance de luminance et la physique de la vision humaine. Il effectua correctement les calculs de Pike et en revint étonné. La théorie était solide. Pas seulement plausible, mais réellement sonore. Jackson avait suffisamment de crédibilité pour forcer un deuxième regard. En juin 1942, Pike avait obtenu un financement limité pour les tests préliminaires. Pas grand-chose, assez pour qu'une petite équipe de l'établissement de recherche en télécommunications puisse créer un prototype de système. La désignation officielle du projet était l'éclairage diffus aéroporté. Les pilotes l'ont immédiatement surnommé Pike's Folly. Le nom qui est finalement resté est venu plus tard, emprunté à une chanson de vaudeville américaine sur un personnage possédant le pouvoir d'invisibilité. Yehudi s'allume comme dans Qui nous attaque. Yehudi? Vous ne le voyez pas. L'équipe d'ingénierie de TR de Fort a regardé leur mission avec un mélange de fascination et de perplexité. Ils s'étaient attendus à des miroirs, à un agencement astucieux de surfaces réfléchissantes qui reflèterait la lucarne autour de l'avion. Au lieu de cela, les spécifications de Pike prévoyaient des lampes à filaments de tungstène, des rhéostats et des mesures photométriques précises. Ce n'était pas du camouflage au sens traditionnel du terme. Il s'agissait d'un contre-éclairage actif, qui violait tout leur instinct de rendre les avions moins visibles. Voici ce qui le rendait si contre-intuitif. Pendant des siècles, le camouflage militaire a consisté à rendre les choses plus sombres. Peinture terne, couleur sombre, absorbant la lumière plutôt que de la réfléchir.
Les bombardiers de nuit étaient peints en noir mat précisément pour cette raison. L'idée de rendre un avion plus brillant pour le cacher a semblé à la plupart des gens une folie. Mais la physique était irréfutable une fois que l'on comprenait comment la vision humaine détecte réellement les objets dans des conditions de faible luminosité. L'œil humain ne voit pas les objets. Il voit du contraste. Votre rétine compare la luminosité des eaux adjacentes et signale les différences à votre cerveau. Un avion sombre sur un ciel plus clair crée un dégradé de luminance prononcé. Ce bord, cette frontière entre les différents niveaux de luminosité est ce à quoi votre système visuel s'accroche. Supprimez le dégradé et la limite disparaît. L'objet cesse effectivement d'exister en ce qui concerne votre perception. L'équipe devait quantifier exactement la luminosité des lampes. Trop sombre et l'avion reste plus sombre que l'arrière-plan, toujours visible. Trop brillant. Et vous créeriez une balise lumineuse que les artilleurs allemands pourraient repérer à des kilomètres. La réponse résidait dans une mesure photométrique minutieuse. À l'aide de luminancemètres sensibles, ils ont mesuré la luminosité du ciel dans diverses conditions. Nuit claire avec quart de lune environ 0,02 candela par mètre carré. Ciel couvert avec lueur au sol des villes 0,0101 candela. Clair de lune brillant pouvant atteindre 0,1 candela. Les lampes elles-mêmes présentaient des défis fascinants. Les feux de navigation standard des avions étaient beaucoup trop brillants et conçus pour être visibles à plusieurs kilomètres. Ce dont Pike avait besoin, c'était de sources de faible intensité pouvant être atténuées avec précision. Les ingénieurs ont opté pour des phares d'atterrissage modifiés avec des transformateurs variables. Chaque lampe serait montée au ras de la peau de l'avion sur les surfaces orientées vers l'avant, le cône avant, les bords d'attaque des ailes, les éléments nécessaires au moteur et les moyeux d'hélice. Mais c'est là que ça devient vraiment intelligent. Les lumières ne fonctionnaient que sous des angles spécifiques. Approchez-vous de l'avion par le côté ou par l'arrière et vous verrez les lampes comme des points lumineux, rendant l'avion plus visible. Le système n'offrait l'invisibilité que lorsque le tireur ennemi regardait directement le chasseur qui s'approchait, ce qui, heureusement, était exactement le scénario qui comptait. Les artilleurs arrière allemands scrutant derrière et au-dessous de leurs bombardiers regarderaient directement dans les lampes orientées vers l'avant, qui, de leur point de vue, correspondrait parfaitement à la luminosité du ciel derrière le chasseur. Octobre 1942 apporta les premiers essais au banc. Les ingénieurs ont monté un réseau de lampes sur une plateforme mobile dans un cintre sombre tandis que les observateurs se positionnaient à des distances mesurées. Les lampes ont été alimentées et réglées. À 30 candela par mètre carré, beaucoup trop lumineux, la plateforme brillait comme une petite constellation. Réduisez-le à 10 candela, toujours évidemment visible. Plus bas, à 0,05 candela, quelque chose de remarquable s'est produit. Un observateur a rapporté que la plateforme avait tout simplement cessé d'être là. La détection des contours qui délimitaient normalement les objets avait échoué. Le cerveau, ne recevant aucun signal de contraste, a rempli l'espace d'un ton de ciel uniforme. Ils ont déplacé les tests à l'extérieur les nuits sans lune. Un bombardier Wellington, obsolète en tant qu'avion de première ligne mais parfait pour les travaux expérimentaux, était assis sur l'aérodrome pendant que les techniciens installaient les assemblages de lampes. Les observateurs se sont dirigés vers lui à 500 mètres dans l'obscurité sans lampe clairement visible à 300 mètres comme une masse plus sombre avec des lampes correctement ajustées. Rien. Même à 100 mètres, les observateurs ont rapporté qu'ils ne pouvaient pas déterminer où commençait l'avion et où se terminait le ciel. Le Wellington s'avança lourdement sur la piste de Dawnford dans la soirée du 15 novembre 1942, ses moteurs Pegasus luttant contre le poids supplémentaire de l'équipement expérimental. Le lieutenant d'aviation Peter Olvey était assis sur le siège de droite, profondément peu convaincu que le fait de fixer des lampes à un avion puisse faire autre chose que d'en faire une cible plus facile. En position arrière, le chef d'escadron Harold Button actionnait les commandes du rhéostat, prêt à régler l'intensité de la lampe en fonction des instructions d'Olvey. Le protocole de test était simple. Monter à 8000 pieds, suivre une trajectoire rectiligne pendant qu'un avion de poursuite s'approche sous différents angles et distances. L'équipe de poursuite rapporterait les plages de visibilité. Assez simple, sauf que toutes les personnes impliquées s'attendaient à ce que le Wellington brille comme un sapin de Noël au moment où ses lampes étaient sous tension. Button actionna le premier interrupteur. 6 lampes sur le nez se sont allumées, chacune produisant environ 0,0303 candela par mètre carré. Il se prépara, s'attendant à ce qu'un éblouissement aveuglant inonde le cockpit. Au lieu de cela, rien n'a changé.
Les lampes étaient si soigneusement calibrées et dirigées vers l'avant que même depuis le siège du pilote, à quelques mètres seulement, elles ne produisaient aucun éclairage perceptible à l'intérieur de l'avion. Toute leur production était projetée vers l'avant et légèrement vers l'extérieur dans le champ de vision de l'observateur. La radio crépitait. Le chasseur à l'arc de poursuite se positionnait à 3000 mètres à l'arrière, légèrement en dessous. Position de tir parfaite pour le tireur défensif d'un bombardier allemand. La voix du pilote retentit. Début de l'approche maintenant. Je ne peux pas encore vous voir. Attendre. 30 secondes se sont écoulées. 2000 ans. Contact visuel toujours négatif. Vos feux de navigation sont éteints. Correct. Confirma Olvé. Tout était sombre, sauf les lampes expérimentales. 1500 mètres. C'est extraordinaire. Je devrais déjà voir ta silhouette. 1000 ans. Toujours rien. Le pilote du chasseur à arc semblait véritablement perturbé. À cette distance, lors d'une nuit normale, même avec un clair de lune minimal, un Wellington serait clairement visible, une tache plus sombre bloquant les étoiles, une forme reconnaissable. Mais les lampes orientées vers l'avant émettaient juste assez de photons dans la rétine de l'observateur pour correspondre précisément à la luminance de l'arrière-plan. Pas de contraste, pas de détection. À 800 mètres, le pilote du chasseur à arc a finalement déclaré « J'ai quelque chose de très faible. Cela pourrait être vous. Cela pourrait être mon imagination. » À 600 mètres, visuel confirmé. Je peux distinguer ta forme maintenant, mais seulement de justesse. Si je ne te cherchais pas spécifiquement, tu me manquerais complètement. Au combat, cela se traduisait par un tireur allemand ayant peut-être 2 secondes pour réagir au lieu des 15 ou 20 habituels. Temps totalement insuffisant pour traverser une arme, viser et ouvrir le feu. Ils ont effectué le test 17 fois cette nuit-là, dans des conditions variables. Chaque approche a confirmé le même résultat. La portée de détection s'est effondrée, passant des 2000 mètres normaux à quelque part entre 600 et 800 mètres. Les lampes ne rendaient pas le Wellington complètement invisible. La physique ne le permettait pas, mais elle a réduit sa signature visible d'environ 70%. Cette marge signifiait la vie ou la mort. Les sceptiques ont commencé à se convertir. Le Wing commandait Jackson à voler en tant qu'observateur lors de la 3e nuit d'essai. Il avait cru à la théorie, mais il avait besoin de voir l'application pratique. Après avoir vu un Wellington disparaître littéralement à 1500 mètres, il revint sur terre pâle et secoué. « Cela fonctionne », a-t-il déclaré aux ingénieurs réunis. « Cela fonctionne vraiment. Nous en avons besoin immédiatement sur les avions opérationnels. » Des défis techniques subsistaient. Les ensembles de lampes ajoutaient 90 livres de poids, ce qui était insignifiant pour la plupart des avions, mais nécessitait toujours des calculs d'équilibrage minutieux. Les systèmes électriques devaient être modifiés pour gérer la charge supplémentaire. Plus important encore, les pilotes devaient être formés à la façon de régler l'intensité. Réglez les lampes trop lumineuses pour les conditions et vous obtiendriez l'opposé de l'invisibilité. Trop faible et l'effet a disparu. Cela nécessitait du jugement, de la pratique et une idée des niveaux de lumière ambiante. Les ingénieurs ont commencé à concevoir des unités de production, des commandes simplifiées, des boîtiers robustes et des procédures d'installation qui ne nécessiteraient pas le démontage de la moitié de l'avion. En janvier 1943, ils disposaient d'un système prêt pour les essais opérationnels. La question maintenant est de savoir quels escadrons recevront en premier cette nouvelle arme bizarre. Le Coastal Command est arrivé le premier, ce qui n'a surpris personne qui comprenait la politique des ressources rares. Le Fighter Command voulait des lumiériers UDI pour les intrus nocturnes, mais le Bombay Command revendiquait la priorité pour les avions Pathfinder. Pendant qu'ils se chamaillaient, le maréchal de l'air John Slezé du Coastal Command a tranquillement assuré la production initiale. Son raisonnement était impeccable. Les U-boats massacraient les convois de l'Atlantique et les avions de patrouille maritime avaient désespérément besoin d'un avantage leur permettant de s'approcher des sous-marins de surface avant que les vigies ne les repèrent. Juin 1943. L'avion vissé Wellington M4 du 172e escadron à Chivenor reçoit les premières installations opérationnelles. Ce n'étaient pas les combattants de nuit glamour qui ont captivé l'imagination du public. C'étaient des chevaux de traite équipés d'un 3e radar ASV Mecha, de grenades sous-marines et maintenant du système d'éclairage de Pike. Le problème tactique auquel ils étaient confrontés reflétait exactement le dilemme des chasseurs de nuit.
Approchez-vous d'une surface de trop loin et les belvédères vous repéreront à temps pour une plongée d'urgence. Le sous-marin disparaîtrait sous les vagues. Les grenades sous-marines encercleraient l'eau vide et un autre navire du convoi mourrait demain. L'altitude d'approche standard était de 4000 pieds. À cette hauteur, par une nuit de pleine lune, un Wellington en patrouille est devenu visible pour les guetteurs aux yeux aiguisés à environ 2000. Le sous-marin n'a eu besoin que de 30 secondes pour plonger. Les écoutilles se ferment, les ballastes débordent, le bateau s'incline. Au moment où le Wellington atteignait la position d'attaque, il larguerait des grenades sous-marines sur une cible déjà à 50 pieds sous terre, ce qui serait presque inutile. Avec les lumières Yaoudi correctement calibrées, cette plage de détection s'est effondrée. Le lieutenant d'aviation Marcus Campbell a réalisé le premier meurtre confirmé en utilisant le système le 3 juillet 1943, en attaquant l'U-607 au nord-ouest du Cap Finistère. Son rapport après action indiquait un maintien de 4200 pieds pendant l'approche. Lampes ajustées au réglage d'intensité 4. Acquisition visuelle du sous-marin de surface à 1,2 mi. Nous n'avons observé aucune réaction des guetteurs du kiosque jusqu'à la libération des armes à 400 mètres. 6 grenades sous-marines chevauchaient la cible. Le sous-marin s'est désintégré dans une violente explosion. Les archives d'après-guerre ont confirmé que l'U-607 était tombé en panne de toutes parts. Ces vigies n'avaient jamais transmis d'avertissement indiquant qu'un avion était en approche. Les mathématiques étaient brutales du point de vue allemand. La réduction de la portée de détection de 2 miles à 800 mètres a réduit le temps de réaction de 90 secondes à environ 20 secondes. Insuffisant pour une plongée en toute sécurité. Les équipages d'U-boats ont commencé à signaler des avions fantômes apparus sans avertissement dans l'obscurité. Le moral du service sous-marin, déjà tendu, en a encore pris un coup. En août 1943, les installations s'étaient étendues au Lilat Wellington, des avions équipés de puissants projecteurs pour éclairer les sous-marins lors de l'attaque finale. La combinaison s'est avérée dévastatrice. Approchez-vous de manière invisible en utilisant les lumières Yehudi. Puis à 600 mètres, activez le LED et aveuglez les vigies tout en éclairant simultanément la cible du bombardier. Les tués de U-boats par sortie ont augmenté de 47% pour les escadrons équipés. Le commandement des chasseurs a finalement obtenu son allocation en septembre. Numéro 23. L'escadron de Little Soaring a reçu des Mosquito Mk2 modifiés équipés du système d'éclairage. Leur mission d'opération d'intrusion nocturne sur la France occupée. La tactique était d'une simplicité exquise. Orbiter les bases de chasseurs de nuit Luftwaffe au crépuscule et à l'aube, attrapant les avions allemands au décollage ou à l'atterrissage. Moment vulnérable où les pilotes se concentraient sur le vol plutôt que sur l'observation des menaces. Les moustiques se cachaient à 8000 pieds d'altitude. Les pilotes ajustaient l'intensité de la lampe en fonction des conditions crépusculaires. Les chasseurs allemands décollaient, les feux de navigation allumés pendant la phase de montée vulnérable. Le moustique plongerait à près de 400 mètres, invisible dans le ciel qui s'assombrissait, et ouvrirait le feu avec 4 canons de 20 mm. Au moment où les observateurs au sol se rendaient compte qu'une attaque avait lieu, un Bf-110 ou un J-88 roulait dans les arbres en flammes. L'escadron numéro 515 de Burcham-Newton a reçu des installations en octobre pour des frappes anti-navigation. L'escadron numéro 456 RAF à Valais a obtenu le leur en novembre pour une patrouille maritime. Lentement, silencieusement, les lumières Yehudi se sont répandues dans les escadrons où l'avantage tactique justifiait la complexité de l'installation. Le locataire du vol gauche, David Williams, a amené son moustique pour la 3e fois, en orbite autour de la route de transport allemande à 9000 pieds. Ci-dessous, un Junkers S du 52 a fait un drone vers l'ouest, ravitaillant les unités en Normandie. La procédure standard dictait que Williams devait attaquer depuis la poupée au-dessus, l'angle mort du transport. Mais ce soir, il avait envie de tester quelque chose. Il régla l'intensité de sa lampe Yehudi sur 6, en fonction de la lueur ambiante du crépuscule à cette altitude, et se positionna directement devant le Ju-52. Une approche frontale, absolument suicidaire selon la doctrine conventionnelle. Le mitrailleur de front le Ver est arrivé à 1,5 km. Il a fermé à 2000 mètres. Les Iner volaient droit et de niveau. Aucune action d'évasion. 1500 mètres. Toujours aucune réaction. Williams pouvait désormais voir clairement le cockpit. 2 pilotes visibles dans la verrière de la serre. Ils ne le regardaient pas. Ils le regardaient.
Leurs yeux n'enregistrent rien d'autre qu'un ton de ciel uniforme là où un moustique devrait crier vers eux. 1000 mètres. Le mitrailleur avant, positionné dans le nez vitré, devrait déjà être en train de marteler. Rien. Williams sentit la sueur couler malgré le froid. C'était fou. Il volait directement sur eux. À 600 mètres, il appuya sur le bouton de tir. 4 canons Hispano ont éclaté. Des obus de 20 mm remontant le fuselage de l'Iner. Le transport chancela, roula vers la gauche et commença sa plongée mortelle. Williams passa suffisamment près pour voir le mitrailleur de front traverser frénétiquement sa MG-15, enfin conscient qu'il était attaqué. 3 secondes trop tard. Les rapports de combat de la fin de 1943 et du début de 1944 racontaient à plusieurs reprises la même histoire. Les avions équipés se rapprochaient de ce que les équipages appelaient le champ de tir au couteau sans déclencher de tir défensif. Le chef d'escadron James Wheeler du 515e escadron a enregistré 11 attaques contre des convois côtiers allemands en octobre et décembre 1943. Lors de chaque engagement, son chasseur à arc n'a reçu aucun tir défensif jusqu'à ce que sa première rafale ait frappé. Ses résumés après action devinrent presque monotones. Approché de 270 degrés relatifs. Aucune réaction observée jusqu'au largage des armes. Cible engagée à 500 mètres. Les statistiques confirment ce que suggèrent les rapports individuels. Les escadrons équipés de phares Yehudi ont enregistré une augmentation de 73% du nombre d'attaques réussies par rapport à leur base de référence avant installation. Plus révélateur encore, les pertes au combat ont chuté de 41%. Moins d'artilleurs allemands obtenaient le premier tir signifiait moins d'équipage de la RAF entrant dans le canal. Les renseignements allemands ont rassemblé des fragments d'informations mais ont eu du mal à comprendre à quoi ils étaient confrontés. Les comptes rendus des pilotes de Luftwaffe mentionnent l'avion fantôme Gitter Fluctua qui est apparu sans avertissement. Les vigies U-boats ont signalé des phénomènes similaires. Un rapport survivant du commandement U-boat daté de mars 1944 notait « Des rapports récurrents de bateaux de retour décrivent des avions se matérialisant à courte distance sans détection visuelle préalable. » Les vigies signalent des conditions de visibilité claires et des procédures de balayage appropriées, recommandent une enquête sur une éventuelle contre-mesure technologique britannique. Ils ont enquêté, bien sûr, les équipages aériens capturés de la RAF ont été interrogés sur les nouveaux systèmes d'évitement de détection. À la luminosité du ciel. Les officiers du renseignement allemand ont déposé ces rapports parallèlement aux allégations de rayons mortels et de bombardiers à réaction. Les fantasmes désespérés d'hommes brisés disant n'importe quoi pour mettre fin aux interrogatoires. La vérité était à la fois plus simple et plus sophistiquée qu'ils ne l'imaginaient. Pas de technologie exotique, pas de physique révolutionnaire, juste une photométrie minutieuse et une compréhension des contrastes des processus de vision humaine. Pike avait transformé en arme un principe que les poissons des grands fonds utilisaient depuis la période cambrienne. En février 1944, plus de 200 avions du commandement côtier, du commandement des chasseurs et des unités spécialisées transportaient des installations Yehudi. Les équipes de maintenance pourraient installer un système complet en 18 heures environ. Les pilotes ont appris les procédures de réglage de l'intensité lors des vols de vérification standard. Le système était passé d'une curiosité expérimentale à une arme opérationnelle avec une rapidité remarquable. Pourtant, même si elles faisaient leurs preuves au combat, les lampes Yehudi devenaient déjà obsolètes. La technologie progressait sur des voies parallèles, et un développement particulier était sur le point de rendre le camouflage optique presque inutile. L'établissement de recherche en télécommunication de Mavin avait fait des miracles avec les magnétrons, tandis que Pike jouait avec les lampes. À l'automne 1943, des radars centimétriques fonctionnant à des longueurs d'onde de 10 cm, puis de 3 cm, commencèrent à sortir des chaînes de production. Le radar AIMKX équipant les chasseurs de nuit anti-moustiques pouvait détecter un bombardier à 8 miles et maintenir le verrouillage à 400 pieds. Soudainement, combler cet espace visuel final importait beaucoup moins. Vous n'aviez plus besoin de voir l'ennemi. Le radar vous guiderait jusqu'à la portée du canon, quelle que soit la lumière ambiante, les conditions du ciel ou la qualité du camouflage de la cible. Les pilotes du commandement des chasseurs ont immédiatement remarqué ce changement. Les nouveaux radars étaient si fiables que les équipages ont développé des tactiques totalement séparées de l'acquisition visuelle. Vous suivriez le signal sur votre lunette à près de 800 mètres en vous basant uniquement sur les données de portée et vous leviez ensuite seulement pour confirmer votre cible avant de tirer. Les lumières de Yehudi fonctionnaient toujours à merveille.
Les artilleurs allemands ne parvenaient toujours pas à repérer les chasseurs qui approchaient, mais l'avantage était devenu superflu. Vous étiez déjà à l'intérieur de leur enveloppe de réaction avant que la détection visuelle n'ait d'importance. Le commandement côtier a connu la même transition. Le radar ASV Mk6 pourrait repérer la tourelle d'un sous-marin à 6000 dans des conditions de mer modérées. Les U-boats plongeants pour éviter les avions réagissaient désormais à la détection radar et non au repérage visuel. Que le Wellington attaquant brille ou reste sombre ne faisait guère de différence lorsque le sous-marin était déjà submergé, sur la base des récepteurs d'avertissement radar détectant vos émissions au-delà de la portée visuelle. En juin 1944, la production des installations lumineuses de Yehudi avait tranquillement cessé. Les systèmes existants sont restés opérationnels. Inutile de retirer les équipements qui fonctionnaient encore, mais les nouveaux avions ont reçu des améliorations radar à la place. Les priorités d'allocation du ministère de l'Air se sont entièrement déplacées vers la guerre électronique. Les ingénieurs qui avaient passé des mois à perfectionner les assemblages de lampes se sont retrouvés réaffectés à des projets de contre-mesure radar. Jeffrey Pack n'a jamais vu son invention sombrer dans l'obscurité. Il était déjà passé à sa prochaine obsession. Abashok, le porte-avions proposé construit à partir de pirates, un mélange de glace et de pâte de bois. Ce projet le consuma jusqu'en 1943 et au début de 1944 avant d'être annulé car peu pratique. Sa santé mentale, toujours fragile, ne cesse de se dégrader. Le 21 février 1948, Pike est retrouvé mort dans son appartement londonien. Une overdose de barbitérant à côté de lui. Le coroner a constaté un suicide. Il avait 54 ans. Le programme léger de Yehudi a disparu dans des fichiers classifiés et y est resté pendant des décennies. Les histoires de l'aviation d'après-guerre mentionnent largement les progrès du radar mais ne disent rien sur le camouflage optique. Il s'agissait en partie d'une classification de sécurité standard. Même les technologies obsolètes restaient secrètes au cas où de futures applications émergeraient. Il s'agissait en partie d'un simple oubli historique. Radar conçu pour la narration dramatique. Les Bauffins qui ont gagné la guerre grâce à la magie électronique. Lampe montée sur le nez des avions. Moins convaincant apparemment. Pourtant, l'idée fondamentale de Pack selon laquelle on pouvait rendre un objet invisible en contrôlant activement la façon dont il émet ou reflète les radiations a planté des graines qui fleuriraient des décennies plus tard. Les avions furtifs modernes comme le F-117 et le B-2 utilisent exactement le même principe, simplement appliqué au radar au lieu de la lumière visible. Leur forme et revêtement contrôlent la réflexion radar pour minimiser la détection. Les systèmes d'annulation actifs de certains navires émettent des ondes sonores pour annuler leur signature acoustique. Les programmes de recherche militaire étudient les systèmes de camouflage adaptatifs dans lesquels les panneaux de surface ajustent la luminosité et la couleur en fonction de l'environnement. L'US Navy a expérimenté les lumières Yehudi sur les bombardiers torpilleurs TBM Avenger en 1945, en la désignant comme projet Yehudi. Les résultats reflètent les conclusions britanniques. Réduction spectaculaire de la portée de détection visuelle. Mais à ce moment-là, les chasseurs de nuit américains étaient dotés d'un superbe radar. Le système n'a connu aucun déploiement opérationnel. Les forces canadiennes et australiennes ont révisé la technologie après la guerre, mais ont conclu que le radar l'avait rendue obsolète avant qu'elle n'ait pu mûrir. Aujourd'hui, enfouis dans les dossiers déclassifiés du ministère de l'Air aux Archives nationales de Q, les rapports techniques prennent la poussière. Spécification des lampes, schéma d'installation, analyse de l'efficacité au combat montrant une amélioration de 73% des taux de réussite des attaques. Le nom de Jeffrey Pike apparaît occasionnellement dans les notes de bas de page, généralement à côté de Abashok ou de sa précédente évasion d'un camp de prisonniers allemands en 1915. L'astuce du miroir qui rendait les chasseurs de nuit invisibles, oubliés de tous, à l'exception d'une poignée d'historiens de l'aviation qui tombent par hasard sur ces rapports archivés et pensent, bon sang, ça a vraiment fonctionné.